Bonjour et bienvenue dans Petite Enfance by Steracat, le podcast qui donne de la voix à la petite enfance. Moi c'est Emma et j'ai eu envie de créer un espace pour qu'on se sente moins seul dans ce métier. Que tu sois déjà pro, en formation ou simplement curieux d'en savoir plus, ici on partage, on questionne et surtout on avance ensemble. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de la série Papote et pratique. C'est le coin où je te parle à cœur ouvert de mes expériences, de mes réflexions, des situations vécues sur le terrain. On apprend aussi ensemble grâce aux pédagogies, aux cours et aux échanges pour mieux accompagner les enfants au quotidien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu plus lourd, un épisode difficile mais nécessaire. On va parler de ce qu'on évite souvent de regarder en face, la maltraitance dans la petite enfance. Alors oui, ça arrive, même si heureusement ce n'est pas la norme et que la grande majorité des pros travaillent avec bienveillance. Cet épisode ne vise pas à généraliser ni à discréditer le secteur. Néanmoins, il reste important, parce qu'on me pose souvent cette question. Et si je suis témoin d'une situation qui ne va pas, je fais quoi? Alors, j'ai voulu donner la parole à celles qui sont passées par là pour qu'on sache, qu'on entende et qu'on apprenne à réagir. Dans cet épisode, vous entendrez 5 témoignages que j'ai reçus. Pour préserver leur anonymat, j'ai lu leurs mots, je les ai enregistrés, et pour que vous puissiez suivre plus facilement, j'ai structuré l'épisode en 4 parties autour des étapes qu'on traverse quand on est confronté à l'inacceptable. Je vous propose qu'on commence par le début, comprendre ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont ressenti et pourquoi elles ont décidé de parler. Dans cette première partie, vous allez entendre ce que ces professionnels ont observé sur le terrain, des gestes, des mots, des situations qui n'ont rien à faire dans un lieu d'accueil pour jeunes enfants. Certaines parlent de violences verbales, de punitions humiliantes, d'isolement et même de comportements problématiques venant des parents. Ces récits posent une première question essentielle: à partir de quand peut-on parler de maltraitance? J'ai travaillé un temps dans une structure où un enfant de 3 ans posait beaucoup de difficultés. Il faisait bêtise sur bêtise toute la semaine. Une auxiliaire m'a alors partagé sa technique qui, selon elle, avait déjà fait ses preuves. Asseoir l'enfant sur une chaise et ne plus l'autoriser à rien faire, pendant 1, 2, 3 jours si besoin, jusqu'à ce qu'il comprenne. Cette même personne enfermait aussi un petit d'un an dans le dortoir parce qu'il mordait sans lui donner aucune explication, juste comme ça, elle l'oubliait et le retrouvait endormi. Tous les matins, un bébé de 10 mois, jugé trop chiant, terme utilisé devant lui, était systématiquement mis dans son lit jusqu'à 10 heures, alors qu'il arrivait à 7h30. Un jour, un parent qui était dans la structure a mis une tape à son enfant devant moi. Son fils avait environ 1 an. En janvier 2024, on a ouvert une crèche. Le premier mois, on n'avait qu'un seul enfant. On a toutes créé un lien particulier avec lui, mais ma référente, elle allait trop loin. Elle s'est mise à tout centrer autour de lui, elle s'occupait plus des autres enfants. Elle le suivait partout, elle le cherchait du regard, elle disait des choses hyper déplacées comme si seulement il avait 20 ans de plus, ou encore c'est exactement mon style. Elle l'a mise en fond d'écran de son téléphone. Elle disait que c'était sa première pensée le matin et la dernière le soir. Elle demandait des bisous sur la bouche, elle le mordillait, les bras, les jambes, les épaules, les pieds, et il est devenu complètement dépendant d'elle. Il ne jouait plus quand elle n'était pas là. Un jour, on l'a surprise enfermée avec lui dans le local de stockage, penchée au-dessus de lui. Une autre fois au-dessus de son lit pendant la sieste, à lui chuchoter chut chut chut. Un lundi matin, un bébé de 4 mois est arrivé à la crèche avec des bleus sur les 2 joues. L'explication des parents, elle était floue, et très vite les choses se sont enclenchées. La situation était déjà connue des services sociaux. Il y avait un contrat d'accueil avec la PMI. J'étais responsable de la structure, j'ai contacté l'assistante sociale, que je connaissais bien car j'étais auparavant puéricultrice de PMI. Et elle a directement déclenché les démarches. L'enfant a été placé directement depuis la crèche dans une famille d'accueil. Le père était extrêmement agressif. Il a même promis de me faire la peau. Il a refusé de donner le doudou, les affaires du bébé. Les gendarmes étaient là, on avait mis tous les autres enfants au jardin. C'était en 2023. Je venais tout juste d'avoir mon diplôme d'auxiliaire de puériculture et j'ai commencé mon tout premier travail en crèche. Une micro-crèche de village avec au maximum 13 enfants. On était 3 pros. Moi, je remplaçais quelqu'un qui avait démissionné. Les 2 autres travaillaient là depuis plusieurs années. Elles étaient plus âgées que moi. La directrice, elle gérait 8 crèches avec son adjointe. On les voyait presque jamais. L'adjointe, 1 à 2 fois par semaine, la directrice à peine 1 fois par mois. Au début, il n'y avait pas de maltraitance flagrante, mais assez vite, j'ai vu de la négligence. Elle me laissait souvent seule avec 13 enfants pendant qu'elle passait des appels personnels, et ça empirait. Par exemple, au moment des repas, si les enfants ne mangeaient pas à l'entrée, ils étaient privés de plats et envoyés directement dans leur lit. Un jour, un petit mangeait avec la tête trop proche de son assiette. La pro lui a demandé plusieurs fois de se redresser. Il ne voulait pas. Elle a fini par lui mettre la tête dans l'assiette. Elle a enfermé aussi les enfants dans une pièce sans lumière ou les laissait seuls dans le jardin.
Parfois, ils étaient mis dans une chaise haute pendant 1 heure, elles se moquaient d'eux, les insultaient. On avait un petit porteur de trisomie 21, et elles en rigolaient en permanence. Parler, ce n'est jamais facile. Dans cette deuxième partie, on découvre ce qui se passe quand on essaye d'alerter. Malheureusement, souvent rien. L'équipe minimise, la hiérarchie détourne le regard, et parfois pire, on devient la cible. Ces témoignages parlent souvent de solitude, d'incompréhension et même de harcèlement pour avoir osé dire non. C'est une violence dans la violence. J'ai évidemment refusé, ça a causé une sorte d'acharnement sur moi. J'étais jugée comme incompétente parce que je ne suivais pas ces méthodes. J'ai fini par démissionner, depuis une collègue restée là-bas subit exactement la même chose que moi. Elle ne suit pas les ordres de cette auxiliaire et elle est harcelée à son tour. Sur le moment, ça m'a vraiment choqué, même si, aux yeux de certains, ça semblait pas si grave. Mais aujourd'hui, on vit avec la peur constante que quelque chose se passe dans notre dos. On est à bout, l'équipe est épuisée, divisée et on n'a plus confiance. Elle est là, elle reste juste parce qu'elle connaît les bonnes personnes. Quand j'ai voulu réagir, on m'a dit de me taire si je voulais mon CDI. J'ai essayé d'en parler à la directrice adjointe, mais elle me croyait pas. Puis à la directrice, qui m'a dit que c'était impossible, que j'étais la seule à me plaindre, que j'exagérais. À partir de là, elles m'ont harcelée. Mes tenues de travail étaient cachées ou abîmées, mon repas jeté, mon planning modifié sans prévenir, mais je tenais bon, je voulais pas laisser les enfants seuls. Certaines ont choisi de parler plus fort. Elles nous racontent ici les conséquences, les démarches, la culpabilité, la peur, mais aussi les petites victoires, parce que parfois, parler change les choses. Cette partie montre que même si c'est difficile, il y a des moyens d'agir. On a pris contact avec les RH, plusieurs messages ont été envoyés, une enquête est en cours. On espère que ça va enfin bouger. On a parlé à la direction, à l'éducatrice de jeunes enfants, qui lui a rappelé les règles dans la structure et lui a expliqué pourquoi c'était pas la bonne solution. On a été plus attentif par la suite et on en a aussi parlé en réunion d'équipe. On lui en a parlé une première fois, elle l'a super mal pris. On a ensuite alerté la direction, mais rien n'a été fait. Sûrement à cause de ses relations personnelles avec l'une des responsables. Heureusement, grâce à notre intervenante d'analyse pratique, on a eu le soutien nécessaire pour commencer les démarches officielles. On a rassemblé les lois, les textes, on est prête à aller jusqu'à la PMI. Pour nous, l'équipe, ça a été un choc. Heureusement, on a pu en parler en supervision. La psychologue a permis un travail d'analyse de la situation. On pense que la maman, en amenant son bébé dans cet état, faisait un appel à l'aide. Jusqu'au jour où une maman m'a dit que son enfant avait perdu beaucoup de poids et que le médecin avait fait un signalement à la PMI. Là, j'ai su que je devais réagir si les directrices ne faisaient rien. J'ai appelé la PMI, j'ai raconté tout ce que j'avais vu. On m'a demandé une lettre très détaillée avec les jours, les heures, les faits précis. Une enquête a été ouverte, elle a confirmé ce que je disais. J'ai informé les parents et ils ont porté plainte. La gendarmerie a pris le relais, il y a eu un procès. La crèche a été fermée, les 2 pros et la direction adjointe ont été licenciés. La directrice principale, elle, n'a eu qu'un rappel, rien de plus. Elle s'est excusée de ne rien avoir vu. Après tout ça, on n'en ressort pas indemne, mais on n'est pas forcément détruit. Dans cette dernière partie, les témoignages parlent de reconstruction, de fatigue, parfois de burn-out, mais aussi de prise de conscience et de résilience. Et surtout, de ce qu'elles auraient aimé entendre à ce moment-là, de ce qu'elles veulent transmettre à d'autres qui vivent, peut-être en ce moment, la même chose. Depuis, je le dis toujours, on a une mission de protection. Dès qu'on a un doute, on alerte la PMI. Ou à défaut, on fait un signalement à la CRIP. Et si personne ne réagit, on appelle le 119. Ce qu'il faut retenir, c'est que la maltraitance peut toucher toutes les familles, tous les milieux. Et du côté des pros, on a des outils pour agir. Sanctions administratives, supervision, formation. Il faut jamais laisser passer. De mon côté, je suis tombée en dépression, j'ai développé une maladie liée au stress, j'ai mis plus d'1 an avant de pouvoir retravailler. Aujourd'hui, je suis dans une crèche multi-accueil, dans un environnement bienveillant, et si je devais revivre une situation pareille, je dénoncerais dès le premier acte de maltraitance, je n'attendrai pas. Avant de conclure, j'ai aussi envie de partager un petit bout de mon histoire. Moi aussi, j'ai déjà travaillé dans une crèche où j'ai été témoin de maltraitance, ce que j'ai vu me ronger de l'intérieur, alors j'en ai parlé à la direction. Malheureusement, comme souvent, on m'a fait passer pour celle qui exagère, on m'a dit que c'était son caractère, que ce n'était pas méchant, que les parents l'adoraient, que c'était quelqu'un de bien et qu'elle aimait les enfants. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était inacceptable, c'était pas ok pour moi. J'ai fini par partir, je n'ai pas fait de signalement, je n'avais pas assez de preuves, j'étais là depuis à peine 2 semaines et pourtant je m'en veux encore aujourd'hui, parce que j'ai laissé ça passer. Avec le recul, je sais qu'aujourd'hui je ferais les choses autrement. Même avec peu de preuves, je ferais un signalement pour que ce soit noté quelque part, pour que si quelqu'un d'autre voit la même chose, on puisse faire enfin bouger les choses. Ce genre de situation, ça vous retourne le cerveau et parfois même les directions peuvent vous faire douter de vous, vous culpabiliser. Alors je veux juste dire, croyez en vous et faites-vous confiance. Si quelque chose vous semble grave, s'il y a un malaise profond, écoutez-vous.
Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je sais que cet épisode n'est pas facile, mais il est essentiel. Pour celles et ceux qui ont témoigné, pour tous les pros qui n'osent pas encore parler, et surtout pour les enfants. Si vous êtes témoin ou victime de maltraitance dans une structure, vous n'êtes pas seul. Il existe des moyens d'agir, de vous protéger et de protéger les enfants. Je vous mettrai en description quelques contacts utiles pour signaler, échanger ou vous faire accompagner.